Bonjour, bienvenue dans le cycle de formation du prix Diaspora et Développement de la FEDEVACO pour cette nouvelle capsule numéro 11 du bloc 2 appelé Économie sociale et solidaire, gouvernance collaborative et durabilité. Il s'agit de faire une introduction à l'économie sociale et solidaire, dite ESS, dans ses dimensions d'inclusion sociale, de durabilité écologique forte et de gouvernance collaborative. Pour cela, il s'agira de comprendre les valeurs et les principes de base de l'ESS, la gestion durable et équitable des ressources, la mutualisation du capital et également la collaboration avec ses parties prenantes, aussi bien internes qu'externes. Alors j'aimerais faire un petit passage introductif par la conception que nous avons eue jusqu'à maintenant de la durabilité. Il s'agissait d'une conception faible de la durabilité en posant comme équivalentes les trois domaines écologiques, social et économique du développement durable. Et nous avons pu remarquer ces 10, 15, 20 dernières années, en effet, que nos activités économiques avaient toujours des impacts négatifs sur la sphère écologique et pouvaient également avoir des impacts sur la dimension sociale, notamment notre santé. Alors il faut en effet revoir peut-être et hiérarchiser les domaines. Nous vivons en effet sur la planète Terre avec des systèmes globaux comme les océans, les mers, les forêts anciennes qui ont un rôle très 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 important dans la régulation des différents flux écologiques, des ressources naturelles dont nous dépendons. La société humaine doit donc être encastrée dans la biosphère, tout comme ses activités économiques qui plus est, et ses leviers financiers. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes dans une situation qui contient quelques périls, notamment la perturbation du système climatique par nos émissions de gaz à effet de serre qui sont dues justement à nos activités économiques de production et de consommation. D'autres impacts sont également alarmants, ceux sur la biodiversité. Nous avons également une perte d'espace agricole et naturel, ce qui peut endommager notamment les questions de souveraineté alimentaire locale. Enfin, le cycle du phosphore est également perturbé, notamment par l'apport d'engrais qui ont des impacts fort négatifs, néfastes sur la pollution des eaux. Vous avez ici en fait représenté le chemin de l'économie du donut qui présente en effet ses limites naturelles, ses plafonds qui sont percés et les planchers sociaux qui sont craqués. C'est ceux qui sont à l'intérieur du cercle, puisqu'en effet l'économie, la bande verte représentée au milieu, l'économie, donc, se doit de répondre à nos besoins de base, notamment l'habitat, l'alimentation, la santé, mais aussi l'éducation, et pourquoi pas la citoyenneté, la vie politique, l'éducation. Il s'agit donc de veiller autant à ces plafonds, à ces limites naturelles, que représentent les changements climatiques, la perte de biodiversité, et d'avoir des modèles d'affaires, donc des modèles d'entreprise, des modèles économiques qui respectent également ou qui visent à répondre à nos besoins sociaux élémentaires, à commencer par l'habitat, l'alimentation, la santé, mais aussi l'accès à une eau potable, dans le respect de l'équité et de la citoyenneté. Eh bien, l'économie sociale et solidaire
Alors, comme principe phare de l'économie sociale et solidaire, au centre, c'est ce qu'on appelle la lucrativité limitée ou distribuée, dans un sens plus positif, puisque les entreprises ont une mission non exclusivement lucrative, mais sociale. Il s'agit de, de répondre, de maximiser, si on veut, notre utilité sociale à travers la création de l'entreprise que l'on souhaite développer, en favorisant des impacts sociétaux positifs. Alors vous me direz, ben, ce n'est pas évident de joindre viabilité financière et puis mission sociale à travers la politique des prix, puisque en effet, on aimerait d'un côté, auprès des fournisseurs en amont, garantir une production équitable, avec des prix équitables qui garantissent la, la vie des producteurs et de ses employés. Et puis en aval, auprès des consommateurs, garantir des prix socialement accessibles. Donc la marge est passablement étroite et donc il faut jouer avec viabilité financière, durabilité écologique et inclusion sociale, les piliers de l'économie sociale et solidaire. Un des leviers qui vous aidera à remplir cette mission et répondre positivement à ces objectifs, à ces principes, eh bien, c'est de réfléchir déjà à la forme juridique de votre entreprise qui garantit ces différents objectifs. L'association, par exemple, ou la coopérative, dite participative, qui permet d'inclure les différentes parties prenantes dans l'Assemblée générale de la coopérative, ou encore la SARL à but non lucratif, qui permet de mettre les missions sociales de votre organisation dans ses statuts. Enfin, pour répondre à cette gouvernance participative et au principe de lucrativité distribuée, pourquoi ne pas mettre en œuvre une autorité distribuée, c'est-à-dire un leadership plus collaboratif avec des équipes autonomes qui créent ensemble de l'intelligence collective grâce à la prise de décision par consentement, qui vient du référentiel de gouvernance partagée sur lequel nous pourrons revenir dans les différentes parties du coaching. Une des choses très importantes dans votre modèle d'affaires, c'est effectivement d'être en relation, je dirais, équitable, durable, pérenne avec les différentes parties prenantes de votre organisation, de votre entreprise. Cela peut se faire par différents moyens. Une bonne relation avec l'État, c'est déjà respecter ces différentes politiques et pourquoi pas en profiter à travers ces politiques ou ces soutiens à des politiques environnementales qui permettent effectivement de préserver les ressources naturelles et de favoriser des comportements compatibles avec les écosystèmes locaux, leur maintien. Donc cela peut se faire par une politique de prix, la fiscalité ou des subventions. Tout comme les collectivités locales qui peuvent devenir des alliés par leur politique locale ou le développement de nouveaux projets urbains qui comprend des objectifs de durabilité. Comme je le disais tout à l'heure, l'importance de veiller aux besoins des fournisseurs, vos partenaires économiques et ses sous-traitants, en respectant des normes sociales, des conditions de travail favorables à la santé et pourquoi pas l'artisanat local afin de dynamiser l'économie régionale. Quand vous faites un modèle d'affaires, n'oubliez pas pour qui vous le faites, c'est-à-dire vos bénéficiaires ou vos clients si vous montez une entreprise, qui peut être, pourquoi pas, déjà consulté afin de co-créer ensemble les biens et les services que vous souhaitez développer. Enfin, n'oubliez pas que votre organisation peut éventuellement avoir des impacts sur les populations locales, notamment les peuples indigènes, qui défendent leur droit à un habitat sain, préservé, et qui défendent également leur souveraineté. Et enfin, last but not least, l'environnement
la question environnementale qui peuvent être approchées par cette nouvelle approche circulaire et régénérative par laquelle on va revenir présentement. Alors en effet, sur la dimension écologique, comme je le disais, on a encore de grands efforts à faire pour vraiment respecter le maintien et la stabilité de l'écosystème global, mais aussi des écosystèmes globaux. Voilà pourquoi on parle d'éco-conception, qui vise à utiliser plutôt des matériaux biosourcés, comme le bois ou des végétaux, ou alors des matériaux recyclés que vous allez réutiliser. C'est ce qu'on appelle la règle des 7 R, où il s'agit par différentes manières de favoriser des comportements et des pratiques environnementales positives. On peut refuser certains matériaux, certains services, prestations qui ne correspondent pas à des solutions véritablement écologiques. Réduire aussi nos besoins en matières premières, penser aux flux physiques que l'on génère. Mais je pense que le plus important, c'est le cœur de l'économie circulaire, c'est de penser aux déchets qu'on produit, ou alors à l'utilisation effectivement de biens recyclés, en intégrant par exemple la réparation dans notre modèle d'affaires, la réutilisation de matériaux et leur recyclage. La mutualisation de l'usage et le partage des matières premières, voilà quelque chose qui également qui peut être placé au cœur de votre modèle d'affaires en réfléchissant au partage de biens fonciers, de sources énergétiques avec d'autres acteurs qui ont les mêmes besoins que nous ou vos parties prenantes externes qui se situent dans le périmètre géographique dans lequel vos opérations vont être mises en œuvre. Et donc en conclusion, c'est tout cela, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, en prenant en compte donc en amont l'éco-conception, la mutualisation de l'usage des biens et des ressources, finalement donc une relocalisation des activités économiques en des circuits courts afin de produire des chaînes de valeur écologiques. Un des principes importants qui doit être également appliqué dans le domaine financier et économique, c'est de ne pas être dépendant d'un seul acteur pour la viabilité économique et financière de votre organisation. Je pense notamment à l'État qui peut être utile au départ par un soutien, par des fonds publics, un soutien au démarrage, mais enfin attention à la dépendance et pensez à long terme et à l'autonomisation de votre modèle économique. Autrement dit, il s'agit de générer des revenus. Des revenus qui peuvent être, par exemple, produits par des contrats de prestation avec des collectivités locales qui auraient intérêt à vous soutenir puisque vous participez à leurs buts, notamment environnementaux. Au niveau des forces humaines, pensez aussi à avoir une équipe dynamique, une équipe qui sait fonctionner de manière autonome parce qu'elle a des qualifications, une formation. Pensez donc à leur formation continue et aussi ce qu'on pense moins lorsqu'on engage du personnel, c'est ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire des compétences humaines, sociales, c'est-à-dire la capacité à collaborer, à écouter, à intégrer une équipe et finalement développer dans un sens positif votre mission. Il s'agit de reposer peut-être ses compétences sur une confiance en soi, la capacité de travailler en équipe et de produire du leadership collaboratif. Enfin, pourquoi penser à la diversité? Mais je pense qu'il s'agit de favoriser une culture de la différenciation et de l'interdépendance, qui sont tous des facteurs de richesse pour votre organisation. En effet, s'associer avec une équipe diverse en termes de compétences interdisciplinaires, ce qui vous permettra en effet de favoriser le dialogue interprofessionnel qui n'est pas évident, loin de là. Les facteurs également multiculturels peuvent favoriser une
belles richesses dans votre organisation, en favorisant les principes d'intégration ou d'éducation. Et enfin, n'oubliez pas la dimension intergénérationnelle, faire travailler des seniors qui ont de l'expérience avec des plus jeunes qui ont l'énergie et l'envie de répondre efficacement à votre mission. En conclusion, je dirais que toutes ces valeurs sans cohérence ne vont pas vraiment remplir leur but. Il s'agit en effet de faire descendre ces principes dans la matière, ces valeurs dans la matière, et d'articuler valeurs et actions, mais aussi concrètement les dimensions spatiales et temporelles, c'est-à-dire qu'il s'agit d'harmoniser le court terme avec le long terme, le court terme financier, économique. En effet, c'est important que votre organisation tourne sur ce plan-là, mais tout en intégrant les dimensions sociales et de plus long terme, c'est-à-dire la dimension environnementale. Autrement dit, il s'agit d'articuler vos besoins locaux avec les limites globales, et on retrouve ici l'économie du donut. En conclusion, j'aimerais vous montrer ce schéma pour parler en effet des difficultés que l'entreprise conventionnelle aujourd'hui rencontre en termes de respect des impacts sociétaux, notamment des impacts sur les écosystèmes globaux et locaux, le respect de normes sociales et environnementales auprès des fournisseurs, ou bien le respect des droits humains qui sont impliqués dans le développement de vos activités. Et pour cela, il s'agirait de respecter par exemple les ONG ou les associations locales qui pourraient être transformées en partenaires afin de produire de l'efficacité et des impacts plus positifs. Effectivement, on aimerait, dans l'idéal, produire une entreprise qui respecte les besoins de ses employés, l'attente de qualité de vos clients, des consommateurs, tout en respectant le cadre public, les lois, les politiques, qu'elles soient nationales ou locales. Ainsi, votre entreprise gagnera en efficacité et devrait remplir au mieux la mission qu'elle s'est fixée. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. La prochaine capsule est la capsule numéro 12 du bloc 2, à la présentation d'un outil et d'un exercice sur les thèmes des domaines de gestion et de responsabilité, du partenariat et du respect des bénéficiaires. À bientôt.